Bienvenue donc dans ce webinaire de ce soir, donc qui va porter sur le Nutri-Score et qui est donc organisé donc par la CLCV, donc que je représente aujourd'hui, donc qui est une association de défense des consommateurs qui, donc comme son nom l'indique, intervient dans la défense et l'intérêt des consommateurs dans différents secteurs, donc logement, banque, assurance, santé, environnement et la consommation de façon générale. Et donc évidemment l'alimentation en fait partie. Et puis on est présent aussi sur l'ensemble du territoire à travers nos structures locales. Et donc moi, pour me présenter rapidement, donc Lisa Follet, donc je suis responsable scientifique et alimentation donc au secrétariat national de la CLCV, et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'accueillir donc le professeur Serge Herbert, qui est un des cofondateurs du Nutri-Score, et que je vais vous laisser vous présenter juste après ma petite introduction du webinaire. Donc, le Nutri-Score, donc ce logo que probablement que vous connaissez déjà, que vous voyez sûrement de plus en plus sur les emballages donc des produits alimentaires dans les rayons de vos supermarchés, et donc vous avez peut-être beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'il fait l'objet de beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de fausses informations aussi qui circulent à son sujet. Et qui malheureusement sont aussi beaucoup véhiculés par les médias et par certains aussi politiques. Et donc à travers ce webinaire, alors l'idée c'était de revenir assez rapidement sur vraiment le score en lui-même, comment il est calculé, qui l'a mis au point, comment bien l'utiliser pour choisir ses produits. Et puis je laisserai rapidement la parole à Monsieur Herbert pour revenir plutôt sur les améliorations futures donc qui sont prévues du mode de calcul du Nutri-Score, et surtout de revenir sur ces fameuses critiques et fausses informations qui sont véhiculées à son sujet, en apportant vraiment un regard scientifique et objectif sur chacune d'entre elles. Et puis, on finira bien sûr par un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, on fait d'abord les présentations, puis le temps d'échange à la fin, mais n'hésitez pas à poser au fur et à mesure les questions par écrit dans l'onglet Q et R en bas de votre écran. Je pourrai les prendre les lire au fur et à mesure, et puis on les posera à la fin. Et puis vraiment à la fin, s'il y a certaines questions qu'on n'a pas du tout abordées par écrit et auxquelles on n'a pas répondu, et bien évidemment, on vous donnera la parole aussi. Vous pourrez lever la main en fin de webinaire pour poser les questions complémentaires. Donc voilà, je vous laisse vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Lisa. Donc, je m'appelle Serge Herbert, je suis un médecin hospitalo-universitaire, je suis nutritionniste et épidémiologiste, et j'ai dirigé pendant 18 ans, pendant une vingtaine d'années, une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM, l'INRA, le CNAM et l'Université Sorbonne Paris-Nord, et j'ai présidé également pendant 18 ans le programme national Nutrition Santé. Donc voilà, et je suis vraiment ravi de participer à ce webinaire. Qu'est-ce que le Nutri-Score? Comment il est calculé? Donc, le Nutri-Score, comme vous le savez, je pense tous, c'est un logo donc, qui informe sur la qualité nutritionnelle d'un produit sous une forme simplifiée, donc avec une échelle à 5 niveaux qui va donc de la lettre A à la lettre E, et accompagnée d'un code couleur donc qui va du vert foncé au rouge foncé, et qui est en fait une forme donc qui est assez facile à comprendre et à lire pour le consommateur en rayon, et facile à repérer surtout, et qui est complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire. Donc, la déclaration nutritionnelle obligatoire, en fait, concrètement, c'est quoi? C'est ce qu'on va trouver souvent au dos des emballages alimentaires sous forme de petits tableaux qui n'est pas forcément très lisible et pas facilement compréhensible pour les consommateurs, avec le taux, par exemple, de calories, de matières grasses, de sucre, de sel, etc. Et ça, c'est une information qui est obligatoire, qui est imposée par la réglementation européenne, donc que vous allez trouver sur l'ensemble des produits alimentaires, alors à l'exception de quelques produits qui ne sont pas concernés, mais globalement, sur l'ensemble des produits alimentaires, vous allez trouver cette déclaration nutritionnelle obligatoire. Et le Nutri-Score va venir compléter cette information obligatoire. Et ce qui est important de préciser, c'est que le Nutri-Score, lui, n'est pas obligatoire. Il est affiché de façon volontaire par les marques, les industriels et les distributeurs qui souhaitent s'engager dans la démarche. Donc aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, en fait, on a à peu près encore la moitié des produits en rayon qui ne présentent pas le Nutri-Score, puisque certaines marques et des grosses marques ne souhaitent toujours pas s'engager dans la démarche. Donc, comment ce score est calculé? Il est calculé en fait en prenant en compte pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits
donc en fonction si c'est un produit solide ou liquide, les nutriments qui sont à favoriser, donc qui sont des nutriments qui ont un impact positif sur la santé, donc les fibres, les protéines, les fruits et légumes, les fruits à coque, etc. Et les nutriments qui sont plutôt à limiter, donc qui ont un impact négatif sur la santé, donc les calories de façon globale, les acides gras saturés, les sucres ou encore le sel. Donc on voit que le Nutri-Score, en fait, il vient finalement refléter les données qui sont déjà affichées de façon obligatoire dans la déclaration nutritionnelle dont je parlais à l'instant, donc le taux par exemple de matières grasses, de sucre, de calories, etc. Et il vient le compléter en y intégrant aussi d'autres aliments comme les fruits, les légumes ou les légumineuses qui, eux, sont des éléments qui ne sont pas affichés de manière obligatoire. Donc, qui l'a mis au point, ça c'est aussi important de revenir dessus, c'est donc ce sont des équipes de recherche indépendantes qui sont composées donc de scientifiques, de médecins et de nutritionnistes, donc pluridisciplinaires, et qui sont complètement indépendantes donc des acteurs de la chaîne alimentaire. C'est un score qui a été validé en conditions réelles d'achat, c'est-à-dire qu'il y a eu une expérimentation qui a permis de le comparer avec 3 autres systèmes d'étiquetage nutritionnel dans les rayons. Et la conclusion de cette expérimentation, c'était que le Nutri-Score s'avérait être le plus efficace pour aider les consommateurs à faire des choix vers des produits qui ont un meilleur profil nutritionnel. Et donc, suite à cette expérimentation, donc c'était fin 2016, donc en 2017, il a été soutenu et validé par le ministère de la Santé et donc par les pouvoirs publics. Mais encore une fois, c'est important de préciser qu'il est affiché uniquement de façon volontaire et qu'il n'est pas du tout obligatoire pour les professionnels. Alors, pourquoi utiliser ce Nutri-Score quand on fait nos courses? Donc, évidemment, on le sait tous que pour avoir une alimentation la plus favorable possible à la santé, l'idéal serait de cuisiner toujours ses plats soi-même à partir d'aliments bruts, mais ce n'est pas forcément toujours possible par manque de temps ou d'envie. Et donc, c'est là que le Nutri-Score peut être vraiment intéressant puisqu'il permet en un coup d'œil dans les rayons de nos supermarchés de repérer en fait les produits, la qualité nutritionnelle globale des produits et permettre de comparer les produits entre eux. Donc, c'est un outil qui est pratique, mais à condition évidemment de bien l'utiliser et de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, comment l'utiliser justement? Il y a en gros, on peut revenir sur 3 grands cas de figure. Donc, le premier cas, c'est de comparer 2 produits, donc 2 recettes identiques, mais de marques différentes. Donc, par exemple, si on veut choisir, on a envie de manger un plat de lasagne à la bolognaise pour son repas du déjeuner et qu'on a plusieurs marques concurrentes qui proposent des lasagnes à la bolognaise, eh bien, on peut décider de choisir celui qui va être le mieux noté sur le Nutri-Score, donc qui va peut-être être la lasagne un peu moins salée que l'autre, un peu moins gras, avec un peu moins d'acides gras saturés, par exemple, et donc d'aller vers le produit qui va être noté plutôt B, plutôt que les lasagnes qui sont notées C ou D. Le deuxième cas de figure, c'est sans forcément comparer 2 recettes vraiment identiques, mais de comparer des produits au sein d'un même rayon. Donc, si on veut choisir, par exemple, des céréales petit déjeuner pour ses enfants, eh bien, dans la catégorie des céréales petit déjeuner, on a des céréales qui vont être notées de A à E. Donc, on a vraiment une très grande variabilité du Nutri-Score au sein d'un même rayon. Et donc, on peut décider d'éviter les paquets qui sont notés D ou E, donc qui vont peut-être être plus gras, plus sucrés, plus salés. Et enfin, sans forcément comparer 2 produits vraiment identiques, on peut comparer des aliments qui se consomment à la même occasion. Donc, par exemple, si on veut se faire plaisir à la fin d'un repas avec un dessert un peu gourmand, un peu sucré, on peut comparer, par exemple, un dessert gourmand aux fruits avec une mousse au chocolat ou avec une crème caramel, ou en tout cas des produits qui se consomment à la même occasion. Donc là, c'est l'exemple du dessert, mais ça peut être aussi un encas pour le goûter ou plusieurs entrées ou plusieurs plats, par exemple. Je vais vous laisser la main, du coup, pour continuer la présentation. Voilà. Bien, à mon tour, je vais continuer puisque, en fait, le Nutri-Score a été développé scientifiquement il y a maintenant 7 ans. Il a été mis en place il y a 5 ans. Donc, il a nécessité d'évoluer car il était déjà prévu lors de sa création et lors de son adoption en France en 2017 qu'il évolue à la fois en fonction du progrès des connaissances scientifiques, qui bien sûr évoluent à travers le temps, de l'expérience de sa mise en place, mais également de l'évolution du marché alimentaire, puisqu'il y a une nouvelle offre qui évolue, il y a des reformulations qui sont faites par les industriels, donc il était nécessaire et prévu qu'il y ait une mise à jour régulière tous les 3 ans. En fait, on a mis 5 ans pour la première mise à jour compte tenu de la mise en place au niveau d'un comité de pilotage européen qui associe les 6 autres pays qui, avec la France, ont adopté
le Nutri-Score, puisqu'il a été adopté officiellement en dehors de la France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Et ce comité de pilotage gouvernemental a mis en place un comité scientifique composé d'experts indépendants sans conflit d'intérêts provenant de ces 7 pays qui ont travaillé pendant plus de 18 mois pour cette mise à jour du Nutri-Score, et un rapport par ce comité scientifique a été rendu public en juillet 2022. Donc, dans ce rapport, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, des modifications de l'algorithme. Alors, pas en profondeur, l'algorithme a été jugé comme étant efficace, mais avec des marges d'amélioration possibles. Et donc, un certain nombre de propositions ont été faites qui visent à rendre l'algorithme plus en cohérence avec les recommandations nutritionnelles de santé publique actuelles, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques. Et pour cela, il y a eu différents types de modifications qui ont été proposées. D'abord, dans l'attribution des points aux composantes nutritionnelles, avec un renforcement des points de pénalisation liés à la teneur en sucre et en sel des aliments. Un renforcement également concernant le rôle de certains points positifs, alors les protéines, avec tout de même une limite pour les protéines contenues dans la viande rouge, et puis un nouveau mode de calcul pour la présence de fibres avec un seuil minimum de fibres. Il y a eu également des modifications sur la somme des points et le choix de la méthode de calcul, c'est-à-dire le seuil à partir desquels on considère de prendre tous les points positifs dans le calcul du Nutri-Score, et puis une modification au niveau du seuil entre A et B, donc qui a été recalculé. Alors, il y a juste également à signaler qu'il y a eu une spécificité qui a été développée pour le groupe des matières grasses ajoutées, huiles et fruits secs, où les seuils sont légèrement différents, et le seuil à partir duquel on prend en considération les points positifs a été également légèrement modifié. Donc, un peu de travail technique qui a été fait, extrêmement important, testé et validé sur des bases de données des différents pays, et globalement, ceci fonctionne avec un impact au niveau donc des différents aliments, un groupe d'aliments que je vais un peu vous rappeler. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de classement des aliments? Alors, les produits plutôt très sucrés ou très salés vont être classés moins favorablement avec ce nouvel algorithme. Par exemple, si on prend les céréales de petit déjeuner, celles qui ont des teneurs relativement élevées en sucre, elles ne seront plus classées A, comme c'est le cas aujourd'hui, mais vont se retrouver plutôt classées C. Alors, C, c'est mieux que celles qui seront classées D ou E, mais il n'y aura plus de céréales, comme on pouvait le voir avec 10, 15 ou 20 grammes de sucre pour 100 grammes, qui étaient classées en A ou en B, comme le Chocapic, Nesquik ou Fitness, vous voyez, qui passent systématiquement en C. Reste en A des céréales qui contiennent très peu de sucre, et d'une façon générale, celles qui sont intermédiaires ou qui contiennent des quantités plus importantes de sucre vont être pénalisées d'au moins une catégorie. Donc, ça permet de reclasser les céréales à un niveau qui est celui qui est plus cohérent avec ce que l'on attend des recommandations nutritionnelles. Les produits laitiers sucrés vont être également moins favorablement classés, et puis on va obtenir également pour les fruits secs et les graines une meilleure discrimination entre ceux qui n'ont pas de sucre ou de sel ajouté, qui resteront classés en A ou B, alors que les versions salées ou sucrées seront en moyenne basculées plutôt en C ou en D. Donc là encore, une cohérence avec les recommandations nutritionnelles de santé publique. En ce qui concerne les matières grasses ajoutées, les huiles et matières grasses qui ont des teneurs relativement faibles en acides gras saturés, comme le colza, noix, l'huile de tournesol oléique et olive, vont passer de C à B. L'huile de tournesol, elle va passer de D à C, et les autres huiles vont rester classées D, sachant que l'huile de coco, l'huile de palme et le beurre vont, eux, rester en E. Donc là encore, une meilleure discrimination entre les matières grasses ajoutées, cohérence également avec les recommandations de santé publique. Pour les plats composés, les plats prêts à manger, les pizzas ou autres, eh bien, ils seront globalement moins classés moins favorablement. Ils passeront des classes qui sont plutôt jusqu'à présent A ou B à des classes B ou C, voire même D.
pour certaines catégories, notamment pour certaines pizzas qui sont particulièrement riches en acides gras saturés ou en sel. Donc, j'expliquais pour les produits sucrés au travers de ces exemples. Alors, pour les matières grasses, je vous montrais l'effet sur les différentes matières grasses ajoutées, avec donc le fait que l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol oléique et l'huile de noix passent de C à B, l'huile de tournesol de D à C, et les autres huiles restent classées comme elles étaient, D ou E, en fonction de leur richesse en acides gras saturés, le beurre restant est également. Pour ce qui est des plats composés, donc les plats prêts à manger ou les pizzas, donc là aussi j'expliquais qu'ils changent de catégorie, passant en moyenne des classes A ou B, ou classes B ou C, voire même D, pour certains types de ces plats composés, notamment par exemple pour les pizzas, celles qui sont les plus riches, les plus grasses, les plus riches en graisses saturées ou les plus salées. Un autre point en termes d'impact des modifications qui ont été proposées par le comité scientifique, c'est la capacité d'améliorer la différenciation entre les produits céréaliers complets, c'est-à-dire riches en fibres, et leur équivalent raffiné, donc notamment pour le pain, les pâtes ou le riz. Et notamment pour le pain, on a une meilleure discrimination entre les produits complets qui vont se retrouver principalement en A et les produits raffinés qui se répartissent plutôt en B, voire même en C pour ceux qui sont les plus salés. Donc là encore, une cohérence avec les recommandations universelles de santé publique pour favoriser et pousser à la consommation de produits céréaliers plutôt complets. Pour ce qui est de la viande rouge, eh bien là encore, pour être en cohérence avec les recommandations, la viande rouge sera moins bien classée et se retrouvera globalement dans des classes de notes plutôt inférieures à celles de la volaille et du poisson. Et là, ça prend en considération, bien sûr, les éléments scientifiques récents qui montrent que la viande rouge consommée en quantité importante est un facteur de risque de cancer colorectal. Et donc, il est nécessaire de favoriser plutôt la consommation de volaille et de poisson. Pour les poissons, justement pour les poissons gras, du moins sans ajout de sel ou d'huile, ils seront globalement mieux notés, donc dans des catégories A et B, ce qui est plus cohérent là aussi avec les recommandations de santé publique et en parfaite cohérence avec ce que je disais par rapport à la pénalisation de la viande rouge. Pour ce qui est par contre des fromages, il y a des petites modifications qui sont faites. Les fromages à pâte dure, mais plus faiblement, qui contiennent des quantités plus faibles de sel, comme les mentales par exemple, ils vont passer de D à C, alors que les autres fromages, plus gras, plus salés, resteront D ou E, et la discrimination portera simplement en fonction des différences de ces teneurs en sel et en acides gras saturés. Mais il y a une meilleure répartition, une meilleure capacité de discrimination des fromages en fonction des différences de teneur en sel et acides gras saturés sur 3 catégories plutôt que sur 2. Donc, globalement, quand on regarde ces modifications de l'algorithme apporté par le comité scientifique international et l'impact des modifications de l'algorithme sur le classement des aliments par le Nutri-Score, vous voyez que l'effet observé, qui était l'effet recherché, c'est un meilleur alignement avec les recommandations nutritionnelles de santé publique, notamment les plus récentes. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'avoir cette adaptation. Alors, ça va permettre à la fois en termes de santé publique de faciliter l'utilisation du Nutri-Score, d'améliorer ses performances. Ça répond également à certaines critiques qui étaient justifiées, mais dont c'est parfois l'utilisation, l'instrumentalisation en a fait de transformer ces critiques qui pourraient être légitimes en fake news. Et je vais reprendre un peu ces différentes fake news en rappelant simplement avant que si le rapport qui a été fourni par le Conseil scientifique a porté sur les aliments solides, on attend encore la mise à jour sur les boissons qui devrait intervenir dans les semaines qui viennent, avant la fin de l'année 2022, pour la mise en place du nouveau Nutri-Score en 2023. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important puisque dans les critiques qui sont faites, très souvent, on discute de la problématique des boissons édulcorées. Les travaux scientifiques récents montrant des effets délétères des boissons édulcorées nécessitent donc une revue scientifique par le Comité scientifique international qui va donc
réfléchir au positionnement de ces boissons dans le rapport qui sera rendu public d'ici quelques semaines. Donc, on peut attendre ce nouveau Nutri-Score en 2023. Et donc, parmi les différentes critiques, dont certaines, j'insiste, étaient légitimes si elles étaient posées comme des questions visant à mieux comprendre comment utiliser le Nutri-Score, mais qui sont parfois présentées vraiment comme des fake news, je vais essayer de vous fournir quelques éléments de réponse et puis, bien sûr, Lisa et moi, on répondra aux questions qui n'ont pas été posées. Donc, la CLCV a posé 4 questions, on a repris 4 fake news. La première, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux et dans les médias, dans la bouche parfois de certains lobbies ou certains hommes politiques. Le Nutri-Score n'a aucun intérêt et est trompeur pour le consommateur. La preuve, certains aliments ultra transformés contenant des additifs ou des pesticides sont bien classés. Alors, ce qui est important de bien comprendre quand on parle du Nutri-Score, c'est que le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel. Alors, il renseigne sur la composition, sur la qualité nutritionnelle des aliments, et il ne peut pas intégrer dans son calcul toutes les autres dimensions santé des aliments, que ce soit l'ultra-transformation, les additifs, les composés néoformés ou les résidus de pesticides. C'est une limite qui est inhérente à tous les logos nutritionnels, et d'ailleurs, aucun logo nutritionnel dans le monde n'intègre ces dimensions, que ce soit les warnings chiliens, les étoiles australiennes, les multiple traffic lights britanniques ou la clé verte suédoise ou le Nutriinform italien, aucun logo nutritionnel n'intègre ces dimensions. Et si nous ne le faisons pas, si les comités scientifiques ne l'ont pas fait, si l'OMS ne le fait pas, ça n'est pas par incompétence ou par absence de volonté de vouloir intégrer dans le calcul du logo ces dimensions, mais ça n'est pas techniquement, scientifiquement possible. Et pourquoi? Parce que, en fait, il faut comprendre que la composition nutritionnelle et le niveau d'ultra-transformation sont 2 dimensions différentes, certes complémentaires, mais chacune capable d'impacter de façon indépendante le risque de maladie chronique par des mécanismes spécifiques qui sont différents. Et quand on regarde le résultat des études épidémiologiques, beaucoup d'études épidémiologiques montrent en effet l'effet délétère des aliments ultra-transformés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet effet délétère reste significatif même lorsque l'on ajuste sur la quantité nutritionnelle de l'alimentation. C'est-à-dire, l'ultra-transformation agit indépendamment de la qualité nutritionnelle des aliments. Et à l'inverse, on a également beaucoup d'études qui montrent que la composante nutritionnelle, qui est liée également au risque de maladies chroniques, l'est de façon indépendante du niveau de transformation. Ça, si on prend ce qu'on a vu dans la cohorte Nutrition Santé, mais une cohorte italienne a été publiée tout récemment, montre les mêmes résultats, c'est que les associations entre le score nutritionnel qui sous-tend le Nutri-Score et le risque de maladie, alors le Nutri-Score, c'est les cancers, l'étude italienne, c'est d'autres pathologies, mais ces associations restent significatives, même si on ajuste sur la part des aliments ultra-transformés dans l'alimentation. C'est-à-dire, l'effet de la composition nutritionnelle est indépendant également de l'ultra-transformation. Donc, ce sont vraiment 2 dimensions complémentaires et qui agissent de façon différente. Et quand on regarde les aliments, alors, en effet, on peut être parfois troublé. Il y a certes une grande cohérence entre l'ultra-transformation et la qualité nutritionnelle. Si on prend les aliments classés Nova 4, donc qui sont des aliments ultra-transformés, la grande majorité sont mal classés par le Nutri-Score. 80% dans les études italiennes et françaises sont classés C, D ou E. Mais il y a quelques aliments qui vont être ultra-transformés, mais avec une qualité nutritionnelle correcte, A ou B, donc même dans ces aliments ultra-transformés. Par exemple, si on prend des pains de mie complets, industriels, ou des compotes de fruits sans sucre ajouté, ils peuvent être ultra-transformés, mais leur composition nutritionnelle est correcte, et donc vont se retrouver classés A ou B dans le Nutri-Score. Si on regarde par contre à l'inverse, les aliments qui ne sont pas ultra-transformés, à la classification de base, c'est-à-dire les aliments bruts, les ingrédients culinaires ou les aliments transformés et qui ne sont pas ultra-transformés, on en retrouve également qui ne sont pas
considérés comme de bonne qualité nutritionnelle, par exemple, qui sont riches en graisses saturées, en sucre ou en sel. C'est l'exemple des jus de raisin, c'est un aliment considéré comme brut, Nova 1, classé E, par contre, par Nutri-Score, et tout simplement parce que même s'il n'est pas ultra transformé, sur un plan nutritionnel, il n'est pas favorable à être consommé de façon importante parce qu'il contient 160 grammes de sucre par litre. Ou si l'on prend les ingrédients culinaires comme le sucre, le sel, l'huile ou le beurre, ce ne sont pas des aliments ultra transformés, mais leur composition est plutôt défavorable sur le plan nutritionnel. Donc, vous voyez que chaque classification a ses limites. Ça ne veut pas dire que l'une est bonne et l'autre pas. Les deux sont bonnes avec leurs limites. Par exemple, Nova a également une autre limite, c'est que ça n'intègre pas la variabilité de la composition nutritionnelle des produits au sein de chacune des catégories. Si on prend les produits Nova 2, les ingrédients culinaires, donc ils ne sont pas ultra transformés, toutes les graisses ajoutées vont être classées Nova 2. Et on ne discrimine pas entre matière grasse végétale et matière grasse animale, ou à l'intérieur même des huiles végétales, elles sont toutes Nova 2, et ça ne permet pas de reconnaître celle dont la composition nutritionnelle est la plus favorable et doit être encouragée, comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. Donc, vous voyez que Nutri-Score vient compléter cette information pour des aliments qui ont besoin d'avoir, sur le plan nutritionnel, une caractérisation à côté de l'ultra-transformation. Et Nova 4 vient à côté de la composition nutritionnelle, informer sur le degré d'ultra-transformation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on propose aujourd'hui, en partant du principe que si scientifiquement on ne peut pas combiner les deux dimensions qualité nutritionnelle et ultra-transformation dans le calcul d'un indicateur synthétique qui résumerait à lui seul la valence santé globale des aliments, on a la possibilité graphiquement de fournir aux consommateurs de façon simple l'information. Donc, ce qu'on propose, c'est de rajouter autour de Nutri-Score, pour les aliments ultra transformés, une bordure noire ou une bordure sombre qui permettra au consommateur de voir si l'aliment est ultra transformé ou non et de disposer de son Nutri-Score. Et si un consommateur décide de consommer un aliment ultra transformé, il choisira celui qui a la meilleure composition nutritionnelle, en sachant qu'on lui recommande d'essayer d'éviter de consommer régulièrement des aliments ultra transformés. Donc, vous voyez, c'est deux concepts différents complémentaires. Et il faut quand même garder à l'esprit que même si Nutri-Score n'informe que sur la qualité nutritionnelle, c'est déjà beaucoup en termes de santé publique, car de très nombreuses études épidémiologiques ont montré son effet favorable sur le choix des consommateurs. Lisa a parlé de cette étude grandeur nature faite en supermarché. Il y en a également en supermarché en ligne, en magasins expérimentaux. Maintenant, il y en a dans d'autres pays. Et d'autre part, des études de cohorte ont permis de montrer un impact sur la morbidité et la mortalité. Alors, en reprenant des cohortes dans lesquelles le Nutri-Score n'existait pas, donc c'est pas ce qui a induit le choix des consommateurs, mais en regardant l'alimentation, on voit que les sujets qui consomment des aliments qui sont plutôt bien classés par le Nutri-Score, même si à l'époque le Nutri-Score n'existait pas, lorsqu'ils sont suivis 50, 10 ans ou 15 ans, ont un risque plus faible de cancer, de maladie cardiovasculaire, d'obésité ou de diabète. Vous voyez, donc c'est déjà extrêmement important. Autre fake news qui circule, c'est le Nutri-Score n'a aucun intérêt trompeur pour le consommateur. La preuve, il classe l'huile d'olive moins bien que le Coca-Cola Light. Le saumon est classé D ou tout un tas de choses. Alors, ça peut être une question, là encore, pertinente si elle n'était pas détournée pour essayer de discréditer Nutri-Score. Comparer l'huile d'olive au Coca-Cola, même là, ça n'a strictement aucun sens. Vous imaginez bien que pour le consommateur, au moment de son acte d'achat, il ne se pose pas la question, est-ce que je vais choisir de l'huile d'olive ou un Coca-Cola Light? Il ne va pas assaisonner sa salade avec du Coca-Cola ou il ne va pas essayer de se rafraîchir avec de l'huile d'olive. Non, ce qui intéresse le consommateur, en réalité, c'est de pouvoir comparer, comme Lisa l'a expliqué, la qualité nutritionnelle des aliments qui ont une pertinence à se substituer dans leur type de consommation, leur type d'usage ou dans leurs conditions d'achat, qui sont d'ailleurs souvent dans les mêmes rayons. S'il souhaite choisir une huile, il ne va pas comparer au Coca-Cola, il va comparer l'huile d'olive à l'huile de colza, ou à l'huile de maïs, l'huile de tournesol, ou à une autre matière grasse quelconque. Et là, il va rapidement voir que certaines huiles sont plus favorables que d'autres.
en 2023, d'ailleurs, il verra encore plus que l'huile d'olive ou l'huile de colza sont encore plus à favoriser puisqu'ils sont classés B. S'il souhaite choisir une boisson, là encore, il ne va pas aller regarder au rayon des huiles ce qui se passe. Il va voir au rayon des boissons que l'eau est la seule boisson qui est classée A, que les jus de fruits sont plutôt C ou D selon leur teneur en sucre, les boissons sucrées de façon générale, D ou E selon leur teneur en sucre. Alors, pour les boissons édulcorées, comme je vous le disais, on attend le rapport incessamment du comité scientifique qui devrait se positionner par rapport au classement des boissons édulcorées qui ne méritent peut-être plus le classement qu'elles avaient lorsque Nutri-Score a été proposé en 2014. On verra ça dans les semaines qui viennent. Quand on entend aussi le saumon, poisson gras riche en oméga 3 est classé D ou E, donc vraiment Nutri-Score, c'est n'importe quoi. Il faut là encore bien garder à l'esprit que si l'on regarde le saumon, ce n'est pas que le saumon fumé. Le saumon est vendu dans le commerce sous des formes multiples. Il peut être frais, et généralement là, il a un Nutri-Score plutôt classé A. Il peut être en conserve, avec un Nutri-Score plus souvent en B, en tartare, C, ou fumé. Et là, en effet, il est D. Et ceci s'explique pour une bonne raison. C'est que si vous regardez les étiquettes, les teneurs en sel de ces produits, il n'y a quasiment pas de sel dans le saumon nature, frais. Il y a par contre un peu plus de sel lorsqu'il est en conserve ou lorsqu'il est préparé, beaucoup plus de sel lorsqu'il est fumé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer du saumon fumé, mais dans la recommandation de consommer régulièrement, au moins 2 fois par semaine, du poisson, si on prend du saumon fumé, il faut être conscient que les teneurs en sel amènent à ce que ce produit, classé D ou E selon les marques, doit être consommé en quantité raisonnable, pas trop fréquemment. Et vous voyez que même entre 2 saumons fumés, dans des marques différentes, eh bien, les teneurs en sel variant, on peut avoir donc des classifications différentes de Nutri-Score, ce qui aide le consommateur à faire ses choix. Troisième fake news, qu'on entend aussi très souvent, surtout depuis quelques mois, le Nutri-Score s'attaque aux aliments traditionnels et il pénalise nos bons produits ayant une appellation d'origine protégée, contrôlée ou une indication géographique protégée. Qu'est-ce qu'il en est réellement de cette question qui, là encore, pourrait être pertinente si elle n'était pas utilisée dans cette finalité de décrédibiliser Nutri-Score? D'abord, il faut garder à l'esprit que ça vient très souvent de la problématique des fromages et des charcuteries. Et si les fromages ou les charcuteries qui sont souvent montés au créneau avec cet argument, qu'ils soient d'ailleurs AOP, IGP ou sans appellation d'origine, si elles sont majoritairement classées D ou E par Nutri-Score, ça vont être en C, ça n'est pas de la faute à Nutri-Score. Nutri-Score n'invente rien, c'est simplement lié à leur teneur en graisses saturées en sel, à leur richesse en graisses saturées en sel, ce qui impose ce type de classement qui, comme je l'expliquais pour le saumon, n'indique pas qu'ils ne doivent pas être consommés, mais au sein d'une alimentation équilibrée, ça alerte seulement le consommateur que ces produits doivent être consommés en quantité plutôt limitée, avec une moindre fréquence, peut-être en réajustant son repas, sa journée alimentaire ou sa semaine alimentaire, et tout ceci est en parfaite cohérence avec les recommandations de santé publique. Et ça n'est pas parce qu'un produit est traditionnel, avec une appellation d'origine, qui veut dire qu'il est attaché au terroir, produit selon un savoir-faire qui est souvent ancestral, qui fait vraiment partie de notre patrimoine culinaire, toutes ces notions qui sont tout à fait respectables, tout à fait louables, et sur lesquelles il est important de communiquer, ça ne protège pas ces produits du fait qu'ils sont gras, salés ou pour d'autres sucrés. Donc, ça ne retire pas l'intérêt d'une transparence nutritionnelle sur ces produits qui sont traditionnels et donc d'afficher le Nutri-Score. Même avec une appellation d'origine, un produit qui est gras, sucré ou salé, même traditionnel, reste un produit gras, sucré ou salé. Alors, il faut quand même soutenir les aliments AOP, IGP, parce qu'ils sont produits de façon plutôt vertueuse, respectueuse des modes de production, donc c'est extrêmement important, mais il ne faut pas occulter l'information sur leur composition nutritionnelle, comme pour l'ensemble des aliments,
c'est un droit des consommateurs d'être informés. Après, c'est lui qui décide ou qui arbitre ce qu'il veut faire, et c'est un devoir des industriels ou des fabricants de donner cette information. Et ceci n'empêche absolument pas de communiquer en parallèle avec les appellations d'origine. Si on sait que les recommandations aujourd'hui sont d'éviter de consommer des quantités importantes de fromage ou de charcuterie, s'ils ne sont pas correctement classés par le Nutri-Score, eh bien, dans la gamme de ces produits, si on en choisit un, il est intéressant plutôt de privilégier ceux qui sont AOP ou IGP, donc sans occulter la réalité de leur composition nutritionnelle, avec ce concept, il faut consommer moins ces produits, mais mieux choisir ceux qui ont plus de raisons d'être soutenus. Donc, quand on regarde la répartition des aliments nutritionnels selon le Nutri-Score, c'est une fausse idée de dire que le Nutri-Score pénalise les aliments traditionnels. Une enquête menée sur un peu moins de 600 produits traditionnels par l'UFC Que Choisir il y a très peu de temps a montré que 62% des aliments traditionnels sont plutôt classés A, B ou C, et qu'il n'y a que 38% d'aliments traditionnels qui sont classés D ou E. Et quand on regarde de plus près, ce sont essentiellement les fromages et les charcuteries. Alors, c'est important à savoir. Ce qu'il faut quand même aussi rappeler, on parle d'aliments traditionnels, mais quand on parle des fromages avec une appellation d'origine, il faut savoir que 70% des fromages avec une appellation d'origine appartiennent non pas aux petits éleveurs de brebis qui sont souvent mis en avant comme étant attaqués par Nutri-Score. Ce sont des grands groupes comme Lactalis, Sodial ou Savencia. D'ailleurs, Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, commercialise 70% des volumes de Roquefort. Et le Roquefort ou la charcuterie traditionnelle qui n'est pas préemballée, qui échappe à l'étiquetage obligatoire de la Commission européenne, échappe également au Nutri-Score. Donc, ces produits artisanaux ne sont absolument pas touchés par Nutri-Score. Ce sont ces produits traditionnels, en fait industrialisés, qui appartiennent à des grands industriels, qui ne sont pas pénalisés, mais qui ont les informations qu'ils doivent avoir sur leur composition nutrition. Enfin, pour finir, dernière fake news, le Nutri-Score n'a aucun intérêt, il est trompeur pour le consommateur puisqu'il est calculé pour 100 grammes. Mais on ne mange pas 100 grammes d'huile ou 100 grammes de Roquefort. Alors là aussi, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu des industriels. Ferrero a toujours dit on ne mange pas 100 grammes de Nutella. C'est vrai, le Nutri-Score ne donne pas d'informations sur la qualité nutritionnelle d'une portion de l'aliment, comme le demandent d'ailleurs beaucoup d'industriels. Alors, pourquoi calculer Nutri-Score pour 100 grammes ou 100 millilitres et non pas par portion? Il y a beaucoup de raisons pour ça. La première, c'est que les données qui sont disponibles, affichées dans la déclaration nutritionnelle obligatoire par la réglementation européenne et qui servent de support au calcul du Nutri-Score, sont exprimées par 100 grammes ou 100 millilitres d'aliments. Certes, les industriels peuvent mettre également une référence à la portion, mais c'est eux qui fixent la portion. Ce qu'on va voir soulève un certain nombre de questions. La deuxième raison, c'est que si on voulait parler de taille de portion, les tailles de portion, elles doivent être définies pour les aliments en fonction des besoins énergétiques individuels. Alors, ces besoins varient beaucoup en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique ou de la sédentarité. Les besoins d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un sujet âgé, d'un sujet actif ou sédentaire ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait trouver un moyen de calculer différents logos qui, à chaque fois, s'appuieraient sur différentes tailles de portions. Donc, ça ferait beaucoup de logos affichés sur les emballages, puisqu'il est impossible de calculer un logo universel qui s'appuie sur différentes tailles de portions qui sont valides en fonction des différents types de populations. Comme les tailles de portions ne peuvent pas être standardisées sur des bases scientifiques, elles sont en règle générale fixées par les fabricants eux-mêmes, bien sûr très souvent en dessous des portions qui sont réellement consommées, donc il y a vraiment un risque de manipulation parce qu'il suffit aux industriels d'utiliser des petites tailles de portions pour réduire artificiellement aux yeux des consommateurs les quantités de gras, de sucre, de sel, de la portion de leurs produits. Vous savez tous, si on regarde les portions suggérées sur les emballages pour les céréales petit déjeuner, il y a le chiffre de 30 grammes. Vous voyez là quelques exemples. On sait tous dans les études que nous réalisons, et même si on a des enfants ou des adolescents, que la majorité des enfants, des adolescents et des jeunes adultes consomment beaucoup plus. Dans les études, on trouve entre 60 ou 80 grammes de céréales petit déjeuner par portion.
De la même façon, les fabricants de barres chocolatées suggèrent des portions d'une barre. Généralement, il y en a 2 dans le sachet. Il y a très peu de gens qui ouvrent le sachet, prennent une barre et laissent la deuxième. Donc, le fait de calculer sur une seule barre, sur une portion donc plutôt petite, eh bien, ça a l'avantage pour les industriels de donner l'impression qu'il y a moins de grammes, moins de sucre, moins de sel, ce qui est trompeur pour le consommateur. L'autre problème, c'est que comme les tailles de portions sont fixées par les fabricants, outre les risques de manipulation, elles varient considérablement d'un fabricant à l'autre. Ici, j'ai pris quelques exemples de portions recommandées de pizza par les fabricants. Ça va de 123 grammes à plus de 400 grammes, en passant par 175, 150, 200 grammes, etc. Même, imaginez s'il était possible de donner l'information nutritionnelle par portion. Ce serait quand même extrêmement complexe pour le consommateur d'évaluer à chaque fois qu'il se sert en pratique ce que va représenter 123 grammes de pizza, ou 35 grammes de roquefort, 35 grammes de mimolette ou 40 grammes de rillettes. Il faudrait qu'il ait une balance ou un moyen de calculer. C'est totalement impossible. Et on a vraiment montré scientifiquement que évaluer par portion un logo, ce qui a été proposé à l'époque, ce qu'on appelait le Big Six, ces grosses industries agroalimentaires, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Mars, Mondelez, Unilever, qui ont proposé un logo par portion, et bien quand on l'a testé pour voir de quelle façon ensuite les consommateurs allaient choisir les quantités qu'ils consomment, et bien on a montré qu'en faisant faussement pâlir les couleurs quand on ramenait à la portion, eh bien ça aboutissait à la sélection de tailles de portions de plus grande quantité, notamment pour des aliments de faible qualité nutritionnelle comme les pâtes à tartiner. Donc, il y a vraiment beaucoup d'arguments pour considérer qu'il n'est pas possible d'utiliser la référence aux portions pour le calcul d'un logo nutritionnel et que prendre une quantité standard telle que 100 grammes ou 100 millilitres, c'est un choix tout à fait raisonnable, un dénominateur commun qui permet une comparaison valide entre les aliments sans induire d'erreur d'estimation. On compare 100 millilitres d'huile d'olive à 100 millilitres d'une autre huile, 100 grammes de céréales petit déjeuner d'une marque à 100 grammes d'autres céréales d'une autre marque ou d'autres types, 100 grammes d'une pizza margarita à 100 grammes d'une pizza 4 fromages, ou 100 grammes d'emmental à 100 grammes de camembert, ou 100 grammes de roquefort, ou 100 grammes de mozzarella. C'est le même principe que l'information des prix qui sont donnés par kilo. Ça choque vraiment personne. Pourtant, on n'achète pas un kilo de roquefort, de bavette ou de salami. Mais c'est le même principe, c'est d'avoir une référence commune qui permet de façon non biaisée de comparer la qualité nutritionnelle des aliments. Alors, pour conclure, avant les questions, je voudrais rappeler d'abord que le Nutri-Score, c'est un élément d'une politique nutritionnelle. Ça ne va pas régler tous les problèmes nutritionnels. Le Nutri-Score n'est pas parfait à 100%, mais il s'appuie sur des bases scientifiques extrêmement solides dans sa construction et dans la démonstration de son efficacité. Aujourd'hui, il y a plus de 80 publications scientifiques qui montrent à la fois la validation de l'algorithme du classement des aliments qui sous-tendent le Nutri-Score et la validation du format graphique dans de très nombreux pays, plus d'une vingtaine de pays, dans de nombreuses circonstances, avec un effet extrêmement intéressant, notamment pour les populations les plus défavorisées, celles qui ont le plus faible moyen, peut-être le plus faible bagage aussi de temps ou intellectuel pour pouvoir éducatif pour pouvoir vraiment comparer les étiquettes des aliments. Et Nutri-Score a aussi l'autre avantage, c'est d'avoir suivi tout le schéma conceptuel de validation du processus qui était prévu par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà un peu ce que je voulais rappeler. Alors, sachant pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez aller sur le site du ministère de la Santé où il y a beaucoup d'informations disponibles sur le site de Santé publique France, où il y a tous les aspects pratiques. Nous avons un blog officiel de l'Université Sorbonne Paris-Nord, nutriscore.blog, où il y a beaucoup d'éléments et des réponses à des questions que l'on peut se poser de façon légitime, à des fake news, avec aussi beaucoup de bibliographie qui est donnée. Pour ceux qui sont intéressés sur la problématique des lobbies, je fais de la publicité pour le livre que j'ai écrit, pour lequel je n'ai pas de droit d'auteur, ils sont reversés à des fondations, mais où je décris, ayant été témoin privilégié des stratégies des lobbies dans le PNNS, notamment dans Nutri-Score, comment ceux-ci jouent un rôle tout à fait majeur. Donc voilà les éléments que je souhaitais vous donner. Je vais repasser la parole maintenant à Lisa pour qu'elle conclue et avant qu'on réponde à vos questions.
Merci beaucoup pour cette présentation et ces éléments très intéressants. Pour conclure, moi, je voulais juste aussi préciser que la CLCV s'est associée au collectif donc, de défense du Nutri-Score qui est composé de 22 associations scientifiques et de plusieurs associations de consommateurs, de patients et d'ONG aussi, pour défendre en fait le logo justement face à ces lobbies. Et donc, il y a une pétition qui a été lancée en ligne. Et donc, n'hésitez pas à taper simplement pétition Nutri-Score Lobby et vous tombez directement dessus sur Internet. Et n'hésitez pas à la signer et la relayer autour de vous. Voilà. Merci de votre attention. Donc j'étais en train de regarder un petit peu les questions et là il y a une première question justement qui porte sur les lobbies, donc par rapport à l'Italie qui a récemment décidé de supprimer le Nutri-Score, qu'en pensez-vous? Alors oui, on est face à une situation très particulière en Italie où la défense des intérêts économiques est souvent utilisée dans les débats européens. Ce n'est pas la première fois, mais avec Nutri-Score, ça atteint un niveau extrêmement important, avec en plus une instrumentalisation politique. Donc au départ, il y a des lobbies très puissants, Ferrero, avec une proximité très grande avec la puissance politique, mais également les grands groupes, les grands secteurs agricoles des fromages et de la charcuterie, le parmesan, le pecorino, le salami, le gorgonzola ou le jambon sans Daniel, et une forte instrumentalisation politique avec des partis d'extrême droite et des partis populistes qui ont décidé d'utiliser Nutri-Score dans leur campagne électorale récente pour essayer de faire croire que c'était un grand complot alors de la France ou de l'Europe contre les produits made in Italy. C'est totalement stupide puisque Nutri-Score n'a pas de frontières et ne tient pas compte de l'origine des aliments, que les fromages italiens ou la charcuterie italienne ne sont pas plus pénalisés que la charcuterie française, espagnole, hollandaise, grecque ou allemande. Donc, ce sont des faux arguments, mais qui ont été au cœur des élections à la fois dans les régions et récemment les élections générales. Et Giorgia Meloni, qui est appelée à être la future première ministre, a même pendant sa campagne fait, comme elle l'a dit, croisade contre le Nutri-Score. Et on a tous les faux arguments les plus absurdes qui circulent. Le Nutri-Score va à l'encontre de la diète méditerranéenne, Nutri-Score pénalise les bons produits italiens. Tout ça est complètement absurde, c'est extrêmement violent, c'est très personnalisé. J'ai reçu largement insulté, même reçu des menaces de mort via les réseaux sociaux. Donc ça va extrêmement loin et cette pression au niveau de l'Europe est extrêmement active avec des relais politiques extrêmement forts et qui essaye de torpiller la prise de décision européenne prévue pour 2023, d'avoir un logo unique et obligatoire pour l'Europe. Et à coup de fake news, à coup de faux arguments, les parlementaires italiens, relayant les lobbies, essayent donc de décrédibiliser Nutri-Score et nient complètement les travaux scientifiques qu'il y a derrière, en proposant entre autres aussi une alternative qui n'a strictement aucun sens, un logo incompréhensible bien sûr pour les consommateurs. Donc oui, c'est une situation très dure, avec un lobbying qu'on a connu en France, mais là qui est caricatural dans les faux arguments. Si vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la dernière accusation des politiques italiens était de dire que Nutri-Score est dangereux pour les femmes enceintes, les enfants et les sujets âgés. Ça va vraiment à un niveau de bêtises qui était surprenant, mais qui est parfois relayé à haut niveau parlementaire, donc au niveau du Parlement européen. Merci. Du coup, on peut peut-être prendre des questions par rapport sur le score en lui-même. Alors, il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'algorithme de calcul. Est-il possible de recalculer facilement soi-même le Nutri-Score si on a un doute? S'il n'est pas affiché, y a-t-il moyen de le calculer soi-même à partir de la composition INCO? Et peut-on trouver les pondérations de chacun des produits? Donc, je pense que c'est aussi par rapport à l'algorithme en fait, de calcul. Alors, le principe de Nutri-Score, c'est qu'il soit transparent et reproductible. Donc, il s'appuie sur des éléments qui sont sur l'étiquette nutritionnelle ou sur la liste des ingrédients. Lorsque ce ne sont pas des éléments obligatoires, généralement, ils existent à partir du moment qu'ils sont consistants et que le fabricant a envie de les mettre. Donc, on dispose généralement des éléments, sinon il y a des possibilités de recalculer. Et l'algorithme, il est public, transparent. Il existe même sur le site de Santé publique France,
ce que je mettais dans la liste des ressources, un tableur qui vous permet de rentrer les valeurs qui sont affichées sur l'étiquette nutritionnelle et d'avoir le calcul automatique du Nutri-Score. Donc, c'est un tableur Excel officiel, tout à fait valide, qui vous permet, si vous n'avez pas le courage de faire le calcul à la main ou avec une petite calculette, de vous appuyer sur cet outil qui vous permet, en rentrant pour n'importe quel aliment pour lequel vous avez la composition nutritionnelle, les éléments, et d'avoir le Nutri-Score correspondant. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'applications qui proposent cela. Open Food Facts calcule le Nutri-Score. Donc, sur le site de Santé publique France, vous trouverez à la fois l'algorithme, son explication, les pondérations, les seuils qui sont utilisés, l'allocation des points et même le tableur qui vous permet de faire le calcul. Et d'ailleurs, pour rebondir sur, vous avez évoqué les applications, et il y a quelques questions qui portent sur l'application Yuka, sur ce qu'on en pense, la fiabilité, etc. Et aussi l'indice SIGA, qui prend en compte le niveau de transformation des aliments. Alors, c'est deux points différents. Pour Yuka, qui a contribué, sensibilisé par son succès, les consommateurs, les industriels et les pouvoirs politiques, ils ont eu un rôle indéniable, mais il n'y a pas de science derrière, ça manque. C'est-à-dire, je disais, l'OMS n'a pas été capable de pondérer la part des aliments ultra transformés, la composition nutritionnelle, les pesticides, qu'une institution de santé publique n'a été capable de le faire. Yuka, qui n'a pas de scientifique derrière, a décidé d'attribuer donc une pondération qui repose sur une base, 60% pour Nutri-Score, calculé parfois de façon incompréhensible pour nous, 30% pour les additifs et 10% pour le bio. Pourquoi 60-30-10 et pas 33-33-33 ou 40-40-20? Plus pour les additifs, c'est très compliqué, on n'a pas encore les éléments pour tous les additifs. Certains sont considérés comme anodins, mais il y a des effets synergiques, il y a des effets cocktails, donc il est possible que ce qui est considéré anodin ou par manque d'information ne le soit pas. Donc, l'ultra-transformation a beaucoup plus d'intérêt que de prendre les additifs séparés, surtout que quand un additif est avéré négatif pour la santé, il ne doit pas faire l'objet d'informations, mais être interne. Donc, Yuka, il y a une belle ergonomie, une belle forme, manque considérablement de fond, donc on recommande plutôt, nous, scientifiques de santé publique, Open Food Facts, qui donne de façon factuelle le Nutri-Score, la classification NOVA et des informations complémentaires, bien sûr, si le produit est bio. Pour ce qui est de SIGA, alors SIGA, en fait, utilise la classification NOVA et crée 3 catégories supplémentaires. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a 3 catégories supplémentaires, on passe de 4 à 7. NOVA a été validé scientifiquement. L'équipe de recherche a beaucoup travaillé et utilisé NOVA dans les études épidémiologiques, montrant que les produits classés NOVA 4 étaient associés à un risque plus élevé de maladie. SIGA n'a pas été validé. SIGA est une entreprise qui vend ses services. Elle attribue des médailles d'or, d'argent, de façon extrêmement curieuse. Donc, nous ne soutenons pas ni SIGA, qui fait une campagne anti-Nutri-Score, qui est vraiment très dommageable, mais SIGA pour avoir un intérêt intellectuel. Donc, ni Yuka ni SIGA ne répondent à des définitions scientifiques qui permettent de prendre en considération à la fois la composition nutritionnelle, comme je vous le disais, et l'ultra-transformation. Et si on s'intéresse à l'ultra-transformation, il vaut mieux rester plutôt sur NOVA que sur une classification qui a complexifié la classification initiale et qui n'a pas, elle, été validée, alors que NOVA l'a été. Du coup, si je reviens peut-être un peu plus sur l'algorithme de calcul, il y a des questions il y a des personnes qui demandent du coup pourquoi avoir choisi que certains nutriments seulement, et est-ce que le calcium, le potassium sont intégrés dans le calcul? Oui, c'est une question très pertinente. Alors, il y a 2 raisons au choix des nutriments. Un, ce sont ceux qui sont disponibles déjà. Ça, c'est un élément puisque on peut être reproductible, on veut être transparent, donc il faut qu'ils soient disponibles. Or, certains nutriments, peut-être d'intérêt, ne sont pas aujourd'hui rendus obligatoires. Donc, les sucres libres, qui seraient sûrement intéressants, ne sont pas disponibles parce qu'ils ne sont pas obligatoires au niveau européen. Les polyphénols,
tout un tas de choses. Donc, il y a la première raison, la transparence et la reproductibilité. Deux, c'est bien sûr, ces nutriments ces éléments pris dans le calcul sont ceux pour lesquels aussi il y a des arguments de santé publique très forts sur le fait qu'ils sont associés à des risques ou à la protection des maladies chroniques. Et trois, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme a été mis au point avant que l'on récupère pour le Nutri-Score par nos collègues d'Oxford, nos collègues britanniques de l'université d'Oxford, qui travaillaient sur une méthode de donner un profil nutritionnel des aliments qui permettent de classer ces aliments pour permettre l'autorisation ou l'interdiction à la publicité. Donc, vous voyez, c'était quelque chose qui se voulait binaire, on a adapté après pour le Nutri-Score, mais tout le travail sur le profil nutritionnel était considérable. Nos collègues ont travaillé pendant 4 années, produit de très nombreux rapports. Et quand ils ont commencé leur travail sur le profil nutritionnel, ils ont intégré beaucoup d'autres nutriments. Donc, pas seulement le gras saturé, le sucre, le sel, les fibres, les protéines, etc. Ils ont mis aussi le calcium, le fer, beaucoup de vitamines, etc. Et ils ont fait ce qu'on appelle des études de sensibilité pour voir est-ce qu'il y avait des redondances. Et ils se sont rendus compte que, par exemple, quand on prend les fruits et légumes dans le calcul du profil nutritionnel, eh bien, c'est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire ça se substitue, en fait, à la teneur en certaines vitamines qui sont contenues dans ces fruits, comme la vitamine C ou le bêta-carotène, ou pour les fruits et légumes, la vitamine E. Quand on prend les protéines, c'est un proxy de l'apport de calcium et de fer. Donc, ce n'est pas la peine de les mettre dans le même calcul, puisqu'ils sont redondants. Et le simple fait de mettre les protéines ou de mettre les fruits et légumes, ça permet de couvrir beaucoup plus de nutriments que ne l'affiche donc la liste. Et c'est particulièrement important parce qu'en plus, le fer, le calcium, les vitamines ne sont pas obligatoires, comme je vous le disais au départ. Donc, vous voyez qu'il y a des raisons de validation scientifique pour éviter des redondances. Maintenant, si la législation européenne évolue, par exemple, on voudrait beaucoup qu'il y ait plus d'éléments possibles d'utilisation pour utiliser les sucres libres. Si la législation rend obligatoire dans le futur les sucres libres, à ce moment-là, on adaptera le Nutri-Score en intégrant cette dimension qui n'est pas aujourd'hui disponible. Mais surtout, ne pensez pas que la liste des éléments pris dans le calcul reflète complètement tous les nutriments d'intérêt, puisque vraiment, certains des éléments pris dans le calcul sont vraiment des proxys, des intermédiaires, des substituts qui reflètent la teneur en beaucoup d'autres éléments. Alors, il y a des questions qui portent sur les produits pour bébés. Pourquoi ne présentent-ils pas le Nutri-Score? Est-ce normal? Alors, oui, c'est normal, parce que d'abord, il y a 2 raisons. Il y a une raison liée à la législation européenne, c'est que ces produits échappent à la réglementation sur l'information des consommateurs. Il doit y avoir une réglementation spécifique, les aliments pour bébés. En plus, vous voyez, c'est cette complexité que je vous disais là, des besoins spécifiques chez les enfants qui nécessitent plutôt d'avoir des recommandations générales de santé publique. Le Nutri-Score vient chez l'adulte en complément des recommandations nutritionnelles de santé publique, au moins 5 fruits et légumes, 2 produits laitiers ou pas trop gras, trop sucré, trop salé. Pour l'enfant, il y a des recommandations spécifiques et là, c'est plus dans ce champ que à la fois les professionnels de santé, les diététiciens et les différents opérateurs sont capables de fournir des éléments d'information spécifiques pour l'alimentation des bébés. Donc, c'est lié à ces aspects législatifs et vraiment à la spécificité de la problématique de ces aliments en fonction des besoins des enfants. Il y a une question sur le vrac aussi. Est-ce qu'il est donc le vrac présente l'avantage de supprimer les emballages, mais l'inconvénient du coup de supprimer aussi les informations qui sont dessus, y compris le Nutri-Score. Est-il prévu quelque chose sur le vrac spécifiquement? Oui, tout à fait. Il est en effet prévu une extension du Nutri-Score à la fois à la restauration collective, ça a déjà commencé puisque un gros travail a été fait avec beaucoup d'équipes de recherche et des prestataires de restauration collective sous différentes formes, qui a permis d'avoir un cahier des charges élaboré pour adapter, non pas adapter le Nutri-Score, mais savoir comment calculer les recettes pour pouvoir utiliser le Nutri-Score. Et l'autre point qui est prévu pour 2023, c'est l'extension au vrac,
où là, évidemment, on ne pourra pas s'appuyer sur l'étiquette nutritionnelle, mais plutôt sur des valeurs de référence qui sont données à partir des tables de composition des aliments officiels, ce qui est important puisque le vrac est utile, et notamment par exemple, pour les fruits et légumes, où il est important de pouvoir rappeler qu'ils sont classés A par le Nutri-Score, et donc ne pas être pénalisé par rapport à des aliments industriels qui sont bien classés et qui peuvent se substituer, par exemple, pour le dessert. Donc, c'est vraiment très important que l'application VRAC ait lieu. C'est vraiment très avancé au niveau des différents ministères de tutelle et ça devrait être notifié courant 2023. Il y a des questions qui portent sur les améliorations prévues, on a évoqué. À partir de quelle date les emballages des produits seront-ils changés? Et puis, est-ce qu'il est prévu aussi une communication autour de la sortie, des modifications, puisque c'est une remarque d'une personne qui dit que la communication vers le consommateur est très insuffisante et parfois peu claire. Et donc, est-ce qu'il est prévu de communiquer sur les modifications? Oui, alors, d'abord, il y a un temps qui est prévu pour permettre tout de même aux industriels de s'adapter aux nouveaux scores. Il va falloir écouler les stocks existants, refaire les étiquettes. Donc, c'est en train de se négocier. Ça sera donc courant 2023 qu'apparaîtra le nouveau Nutri-Score. Ça, c'est une chose sûre, mais le délai est adapté en fonction aussi de contraintes logistiques. On peut comprendre les industriels. Là, cette fois, ce n'est pas une résistance, c'est des industriels qui acceptent le Nutri-Score, cela. Donc, c'est indispensable. Maintenant, la communication, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec la personne qui soulève cette question. Il faut beaucoup de communication. Il faut améliorer la communication, alors institutionnelle. C'est vrai que peut-être elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être jusqu'à présent. Donc, on espère qu'elle sera améliorée et augmentée, notamment pour le passage à ce Nutri-Score deuxième version. Ça sera aussi indispensable pour expliquer. On compte également sur tous les intermédiaires, les associations de consommateurs, les professions relais du champ de la nutrition, de la diététique, de la santé, d'une façon générale. Donc oui, il faudra de la communication pour expliquer le changement et puis toujours continuer à expliquer le mode d'emploi du Nutri-Score qui parfois n'est pas parfaitement compris. Comme je le disais, ce n'est pas la condamnation des produits DE ou le fait qu'on dit qu'il faille ne manger que des produits A et B. Il faut qu'on réexplique vraiment comment utiliser Nutri-Score. Donc oui, il est prévu plus de communication, mais on aura besoin que toutes les forces convergent pour communiquer. C'est vrai que cette communication, ces 2 dernières années, a été aussi en partie entravée par les priorités données à la Covid. C'est une situation complexe pour beaucoup de choses, notamment pour le Nutri-Score. Mais on espère que dans les mois qui viennent, la communication sera renforcée. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de matériel maintenant qui commence à apparaître, validé avec des vidéos, des leaflets, des affiches qui visent à permettre à mieux comprendre comment utiliser le Nutri-Score. Ils sont disponibles d'ailleurs beaucoup sur le site de Santé publique France et puis sur notre blog où là aussi il y a des affiches, enfin des vidéos et du matériel, ressources pour communiquer. Et on espère que la CLCV et les associations de consommateurs vont également contribuer à cette communication. Oui, j'allais ajouter que nous aussi, effectivement, en tant qu'association de consommateurs, on essaye d'apporter le plus d'informations objectives et claires possibles pour aider les consommateurs à utiliser ce score-là. Et donc, n'hésitez pas aussi à aller voir notre site internet. Voilà, on fait régulièrement des articles pour aider à utiliser le score et puis aussi répondre aux questions des consommateurs et décrypter un petit peu les fake news qui peuvent circuler à son sujet. Donc, évidemment, on a aussi un rôle à jouer pour communiquer auprès des consommateurs. Alors, il y a une question, parce que j'ai répété plusieurs fois qu'il n'était pas, que c'était un logo qui n'était pas obligatoire. Alors, pourquoi ne pas imposer le Nutri-Score aux industriels, à tous les industriels? On aimerait bien. Et au départ, on se heurte là encore à la législation européenne. Il y a un règlement sur l'information des consommateurs qui a été voté en 2011, mis en application jusqu'à décembre 2016, vous voyez, donc il a mis du temps à se mettre en place, sur l'étiquetage obligatoire. Et ça a été une victoire au niveau européen des industriels dans les années, au milieu des années 2000,
où, en mettant beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de lobbying, ils ont empêché que, d'une part, un logo nutritionnel puisse être affiché sur l'emballage des aliments de façon obligatoire. Et donc, à la place, ils ont proposé ce tableau qui est en effet souvent incompréhensible, illisible, avec tous ces colonnes, ces chiffres, ces pourcentages, ces rapports à un adulte moyen, etc. Et donc, cette réglementation, elle est toujours en vigueur. Donc, elle empêche les États membres de rendre obligatoire un logo d'information nutritionnelle. C'est le cas de Nutri-Score, mais c'est le cas aussi d'autres types de logos, le Traffic Light ou la clé suédoise, ça n'est pas spécifique à Nutri-Score. Il faut que la législation change. Il y a une opportunité puisque dans le cadre de sa stratégie Farm to Fork, la Commission européenne a, parmi les différentes mesures sur la durabilité, sur beaucoup d'éléments extrêmement importants sur la santé de la planète et sur la santé individuelle, la Commission européenne a rajouté un article suggérant, proposant qu'il y ait un logo unique et obligatoire pour l'ensemble des pays européens en 2023. Donc, la réglementation européenne devrait changer, permettant que le Nutri-Score devienne obligatoire, à condition qu'il soit choisi par la Commission européenne et voté par le Parlement, à condition que ces instances s'appuient sur la science et la santé publique, la demande des consommateurs, notamment des associations de consommateurs au niveau européen, et qu'elles ne cèdent pas aux pressions des lobbies. Alors, il y a une question qui est intéressante sur la relation entre le Nutri-Score et le prix des produits. Donc, quelqu'un qui dit qu'il faut constater que les aliments bien notés sont souvent plus chers. Et donc, ce ne sont malheureusement pas ceux qui sont choisis par les personnes défavorisées. C'est peut-être culpabilisant. Je ne sais pas si vous avez... C'est un vrai problème. On a bien sûr averti dès le départ les industriels de deux choses. Un, de ne pas augmenter les prix des produits qui sont bien classés. Et deux, de ne pas baisser le prix des produits qui sont mal classés pour pousser, pour stimuler à la consommation. Donc, on surveille cela. Il y a eu un certain nombre de tests, même des associations de consommateurs ont récupéré les prix de produits. Et en fait, il n'y a pas de corrélation directe entre le prix selon les marques et le niveau du Nutri-Score. Sur 300 produits, j'ai le souvenir d'une étude qui a été faite qui montrait que dans certains cas, des produits plutôt moins chers, de premier prix, la grande distribution, étaient mieux classés par le Nutri-Score. Dans d'autres cas, c'était l'inverse, c'était des marques nationales parfois plus chères. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est systématique et ce n'est pas quelque chose qui a été retrouvé comme étant augmenté, caricaturé depuis l'apparition du Nutri-Score. Donc, on a une hétérogénéité du prix qui ne semble pas être influencée par le Nutri-Score. On surveille ça de près et bien sûr, on le dénoncerait fortement et publiquement si les industriels jouaient à ce jeu, mais bien sûr, les ministères de tutelle ont rappelé aux industriels leur devoir de ne pas essayer. Ça serait très grossier, ça serait très visible quand même si c'était fait de façon systématique. Et donc, ça apparaît très clairement. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un scandale sur les prix autres, heureusement d'ailleurs, ça apparaît, c'est très médiatisé. Donc, ce serait assez suicidaire pour les industriels d'essayer de jouer à ce jeu-là. Mais c'est une question qu'on surveille et qui est tout à fait pertinente. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, nous, on réalise régulièrement des enquêtes en fait, sur des produits. Donc, on a fait récemment sur les produits végétariens, sur les yaourts aux fruits, etc. Et on calcule le Nutri-Score s'il n'est pas affiché et on regarde aussi le prix des produits, effectivement. Et comme vous l'avez dit, on se rend compte que c'est pas forcément les produits qui sont les plus chers, qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, voire même une meilleure liste d'ingrédients. Donc, on n'a pas, en tout cas dans nos enquêtes, constaté que les produits mieux notés étaient plus chers. Et voire même parfois, enfin, souvent l'inverse. Alors, il y a une question. Donc, le Nutri-Score n'aura-t-il pas un effet pervers en poussant les industriels à modifier leurs recettes pour avoir une meilleure notation en ajoutant plus d'additifs pour retirer les sucres et les matières grasses, par exemple? Aussi, c'est une question tout à fait pertinente. Vous voyez que parfois, il y a des gens qui détournent ce type de questions pertinentes pour en faire des fake news. Là, ce sont les questions qu'on est en droit de se poser. Alors, oui, ça aussi, c'est un point qu'on a discuté avec les industriels pour leur dire n'essayez pas d'améliorer votre Nutri-Score au travers de choses qui ne sont pas vertueuses.
ce qu'on voit dans les améliorations, puisqu'en fait, on cherche à ce que les industriels améliorent leurs recettes, mais en choisissant plutôt des ingrédients plus favorables à la santé ou en réduisant le gras, le sucre et le sel, en sachant qu'il y a des marges de manœuvre pour cela. Ce que l'on voit là encore, c'est que souvent c'est par le choix des ingrédients, prendre plutôt du blé complet dans des céréales ou mettre plus de poissons dans du surimi. J'ai entendu d'un industriel, donc je me rends compte, c'est une vérité. Donc c'est vraiment au niveau du choix des ingrédients que l'on peut avoir. Et ce serait là encore suicidaire pour des industriels d'essayer de gagner du Nutri-Score, des points de Nutri-Score, en mettant des additifs à une période où, on parle beaucoup des additifs, de l'ultra-transformation, et donc, ils se mettraient dans une situation où très rapidement, ça leur retomberait dessus. Et ce que l'on voit, par exemple, si vous regardez, on a l'exemple d'un certain nombre de reformulations qui ont été faites, Intermarché, je prends cet exemple, 900 recettes ont été reformulées pour améliorer le Nutri-Score, et ils n'ont pas du tout utilisé des additifs, et même au contraire, quand ils reformulent, ils en profitent pour toiletter leurs produits, pour enlever un certain nombre d'additifs parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils sont attendus par les consommateurs sur ces problématiques d'additifs. Donc, oui, c'est une vraie question. Deux, les industriels ne sont pas suffisamment fous pour prendre le risque de jouer là-dessus. Maintenant, ils pourraient jouer également, on l'a vu avec les fibres synthétiques ou autres, on essaye d'empêcher cela, et même les modifications qui ont été faites de l'algorithme avec les modifications sur les fibres empêchent que l'on utilise des fibres synthétiques en petite quantité pour essayer de gagner quelques points de Nutri-Score. Donc, vous voyez, on essaye de mettre des parades aussi à toute velléité qu'il y aurait d'amélioration, de reformulation qui ne serait pas intéressant sur le plan nutritionnel. Que les industriels, voilà, s'ils avaient des produits notés D ou E, ils ont fait des efforts pour modifier les recettes et avoir des meilleurs Nutri-Score. Alors, sans aucun doute. Et d'ailleurs, ça explique un peu le retard à l'allumage parfois de certains industriels qui ont adhéré assez tardivement au Nutri-Score, simplement parce qu'ils ont travaillé leurs recettes avant d'adopter le Nutri-Score pour être mieux classés. Je rappelle, il y avait 0 industriel en 2014 lorsqu'on a proposé le Nutri-Score, 6 en 2017, aujourd'hui 875, mais beaucoup ont adhéré au cours des dernières années ou des derniers mois. Donc, il y a eu des reformulations avant d'adopter le Nutri-Score pour certains, et puis certains qui ont adopté le Nutri-Score ont continué à travailler sur leurs recettes, et on a beaucoup d'exemples de produits qui ont amélioré, gagné une catégorie. C'est rare de pouvoir en gagner 2. Et maintenant, il y a des produits sur lesquels ce ne sera pas possible. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant que certains produits restent DE. On a souvent cette discussion avec les fabricants de Roquefort, ou du moins ceux qui se présentent avec derrière eux Lactalis ou d'autres groupes, mais qui nous disent, nous, on ne peut pas changer notre recette. Il ne s'agit pas de changer la recette du Roquefort. Il s'agit simplement de rappeler que le Roquefort, c'est très agréable, c'est très bien, c'est un savoir-faire ancestral, c'est notre patrimoine gastronomique. On ne peut pas l'améliorer parce qu'il y a une AOP, même si on pourrait changer aussi le contenu des AOP et mettre peut-être un peu moins de sel, mais ça, c'est un autre choix. Mais simplement, là, on ne pousse pas une reformulation et que le produit reste tel qu'il est, et simplement, on informe le consommateur sur les conditions de son utilisation. Maintenant, là où il peut être reformulé, c'est bien qu'il le soit, c'est un intérêt pour le consommateur qui va manger, avoir accès à des produits qui sont un peu moins gras, un peu moins sucrés, un peu moins salés. C'est dans le PNS, on a essayé de faire des chartes d'engagement des industriels pour leur demander de retirer le gras, le sucre et le sel d'un certain nombre de produits. On a vu que ça marchait, puisqu'il y a 35 firmes qui ont signé ces chartes. Donc, c'est possible d'enlever du gras, du sucre et du sel sans perdre de la qualité organoleptique du produit. Mais on a eu 35 entreprises qui ont signé. C'est rien du tout. Donc là, avec le Nutri-Score, ça donne une compétition nutritionnelle qui les pousse à améliorer, notamment par rapport à leurs concurrents, pour être pas pire, voire mieux que leurs concurrents. Ben, c'est très salutaire, cette compétition, parce que c'est au bénéfice des consommateurs. Et pour aller dans votre sens aussi, nous, on l'a observé clairement sur certains produits, notamment, par exemple, des biscuits aux fruits, où on a constaté que l'industriel avait amélioré la recette en diminuant donc la quantité de sucre, en augmentant même la quantité de fruits dans le produit, et il n'y avait pas pour autant plus d'additifs. Donc, on a vraiment une recette plus qualitative d'un point de vue nutritionnel et aussi en termes d'ingrédients et d'additifs. Tout à fait, j'ai exactement la même expérience.
Alors, il y a une question, est-ce que le Nutri-Score est payant pour les industriels? Non, il est bien sûr gratuit, mis à disposition. Simplement, les industriels qui l'adoptent doivent s'enregistrer, puisque c'est une marque déposée de l'Agence nationale de santé publique, de Santé publique France. Ils doivent s'enregistrer auprès de Santé publique France et ils ont l'obligation de mettre sur l'ensemble des produits qu'ils commercialisent. Ils ne peuvent pas choisir ceux qu'ils veulent, mais c'est totalement gratuit et le cahier des charges est très explicite sur les conditions d'utilisation et d'application du Nutri-Score. Alors, il y a des questions qui reviennent un petit peu sur l'aspect est-ce que le Nutri-Score pourra un jour prendre en compte les additifs, les composants chimiques, les colorants à risque pour la santé. C'est vrai que vous l'avez quand même abordé pas mal dans la présentation. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais il y a eu plusieurs questions qui abordent ce sujet-là. Oui, bien sûr, hein, on aimerait bien une fois de plus, mais manque de connaissances scientifiques pour certains additifs. Vous savez, pour les additifs, c'est très complexe. D'abord, il y en a beaucoup, hein, 400 qui sont, plus de 300 qui sont autorisés en France, qu'on manque de données pour beaucoup d'entre eux. Lorsqu'on a des données qui montrent qu'un additif est dangereux, une fois de plus, c'est pas informer le consommateur qu'il faut, c'est interdire. C'est ce qui s'est passé avec le dioxyde de titane, c'est ce qu'on espère avec les nitrites. Mais ce qui est complexe pour beaucoup d'additifs, c'est qu'il y a des effets cocktails, des synergies. C'est-à-dire un additif pris seul dans un aliment peut ne pas poser de problème, mais avec d'autres additifs, il peut y avoir un effet complémentaire qui peut être négatif. Donc, il manque encore de la science. C'est pour ça que le concept d'ultra-transformation nous paraît très pratique aujourd'hui, parce qu'il permet de passer outre ce manque de connaissances sur le rôle spécifique d'un additif. Le concept de transformation prend en compte et les processus industriels de déstructuration et le nombre d'additifs. Et ce que l'on dit, en attendant que ce problème soit résolu, avec éventuellement ce bandeau noir pour les produits ultra transformés, donc qui ont des additifs, c'est de regarder le Nutri-Score et puis, si vous avez la possibilité, de regarder la liste des ingrédients, pour tourner l'emballage. S'il y a beaucoup d'ingrédients, c'est plutôt en faveur d'un aliment ultra transformé. S'il y a beaucoup de produits affichés que vous ne connaissez pas avec des noms savants, maltodextrine, quelque chose, des produits que vous n'êtes pas dans votre propre cuisine, c'est que vraisemblablement, il y a beaucoup d'additifs. Et plus la liste est longue, plus le produit pose des problèmes et est plutôt à éviter. Donc, au moins en attendant qu'il y ait une information, au moment où on sera capable de la donner de façon complémentaire au Nutri-Score, vous pouvez compléter le Nutri-Score en regardant la liste des additifs, des ingrédients qui est affichée au dos des emballages. Alors, il y a encore une question sur la fiabilité des Nutri-Score inscrits sur les étiquettes. Comment être sûr que l'industriel met bien le bon Nutri-Score? Et j'ai envie de compléter en posant la question, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont prévus et qui sont effectués par l'administration, par exemple, pour vérifier les Nutri-Scores? Alors, il y a un premier autocontrôle. D'accord, ce serait bête de la part d'un industriel d'essayer de tricher, parce que comme c'est très facilement reproductible et transparent, tout le monde peut vérifier. Et ce que je peux vous dire, c'est que les rares cas, dans les 5 ans depuis que le Nutri-Score a été adopté, où il y a eu un Nutri-Score qui ne correspondait pas à la réalité, c'était souvent une erreur. Un petit fabricant de jus de fruits qui a pris le modèle des aliments solides au lieu de prendre les aliments liquides, donc qui a donné une information qui était erronée sur ces produits. Quasiment dans les heures qui ont suivi la mise sur le marché, il y a des consommateurs qui ont fait remonter cette information, alors via les réseaux sociaux, via les contacts, via Santé publique France. Donc, n'importe qui pouvant vérifier, je peux dire qu'il y a beaucoup de monde qui passe en revue ce calcul du Nutri-Score, on le sait assez facilement. Donc, ce sera là encore très bête, dangereux, suicidaire de la part d'un industriel de le faire, puisqu'on leur a dit, s'ils trichent, ça sera dénoncé. Maintenant, la DGCCRF aussi fait des contrôles. On fait nous-mêmes, les chercheurs, parce qu'on utilise des bases de données, donc on fait aussi un certain nombre de contrôles, les associations de consommateurs font également un certain nombre de contrôles à chaque fois qu'ils regardent un produit. L'Observatoire de la qualité de l'alimentation, qui surveille aussi le développement, le déploiement du Nutri-Score, a des données qui permettent de juger s'il y a des erreurs. Bon, il n'y a pas trop de danger de ce côté-là. Autocontrôle lié à la pression de la capacité de juger si l'industriel essaye de tricher. Puis il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui font des vérifications. Donc on n'est pas trop inquiet de ce côté-là. Oui, et puis pour confirmer,
Oui, pour confirmer ce que vous dites, nous, à travers nos enquêtes, on recalcule régulièrement les Nutri-Score de centaines de produits et on a eu un cas une fois où c'était une erreur et donc on a interpellé l'industriel qui a fait les modifications nécessaires, mais tous les autres Nutri-Score étaient tout à fait corrects. J'ajouterais que parfois, on a même des fausses alertes. Il y a des consommateurs qui nous disent, regardez, il y a 2 paquets de pistaches qui n'ont pas le même classement. Or, c'est des pistaches non salées, grillées, etc. Et en fin de compte, si on regarde l'étiquette, elles ont des teneurs en acides gras saturés différentes parce que selon le type de pistache, il peut y avoir des différences. Donc, on a parfois des alertes qui sont des fausses alertes qui surprennent les consommateurs, mais qui, en fin de compte, sont liées à des vraies différences de composition nutritionnelle. Il y a parfois aussi des arrondis dans le calcul. Si vous allez sur le site de Santé Publique France, vous verrez qu'il y a des calculs enfin, pas des calculs complexes, mais il y a des règles sur les arrondis des compositions qui peuvent expliquer que parfois 2 produits très proches peuvent être dans 2 catégories différentes. C'est pas que l'un essaye de tricher, c'est vraiment une toute petite différence, ça peut manquer un seuil, peut faire basculer d'un côté ou de l'autre du seuil. Le PNNS demande de limiter la consommation de produits ultra transformés, c'est donc bien qu'il doit y avoir une définition. Alors, dans le PNNS, ce qu'on a pris jusqu'à présent, c'est ce qu'on utilise dans les recherches, en France et dans d'autres pays, c'est la classification NOVA. Et le caractère ultra transformé pris dans le PNNS, c'est de réduire de 20% les produits qui sont classés NOVA 4. Et ce sont ceux pour lesquels, dans différentes études, notamment dans la cohorte Nutria de santé, on a fait 7 études qui montrent un lien sur le fait de manger les produits classés NOVA 4 et le risque de maladie. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut compléter le Nutri-Score avec non pas la classification NOVA dans son ensemble, mais plutôt le fait de caractériser un aliment ultra transformé, puisque pour la classification NOVA 3, 2 ou 1, on n'a pas de lien négatif avec la santé. Et donc, c'est cette classification qu'on utilise. Elle est utilisable pour la recherche, elle est utilisable pour évaluer la santé publique. Il reste encore quelques chaînons manquants, mais on pourrait très facilement régler ce problème pour une application et donc pouvoir fournir aux consommateurs. Alors, soit on met Nova 4 à côté de Nutri-Score, soit on propose d'utiliser ce Nova 4 en mettant autour de Nutri-Score ce fameux bandeau noir qui correspond à Nova 4, c'est-à-dire un produit ultra transformé et qui va dans le sens donc, de la recommandation du PNNS de réduire ces produits. Je demande si l'étude Nutrinet se poursuit. Alors oui, l'étude Nutria de santé qui a été lancée en 2009 se poursuit. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous voyez que ça fait déjà maintenant 13 ans qu'elle a été lancée, mais on espère qu'elle se poursuit encore au moins 10, 15 ou 20 ans. Maintenant, c'est les successeurs qui s'en occuperont, mais ça continue. Donc oui, bien sûr, et elle fournit beaucoup d'informations, pas bien sûr uniquement sur les logos, sur les produits ultra transformés, sur les additifs, sur la ration alimentation santé. Donc inscrivez-vous en masse. Si vous avez donné un peu de temps, c'est extrêmement facile pour aider la recherche. Écoutez, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Herberg, d'être intervenu et nous avoir apporté toutes ces informations et ces éclaircissements sur le Nutri-Score. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci pour toutes les questions qui ont été posées, extrêmement intéressantes et pertinentes, et ça contribue, j'espère, à mieux faire connaître, mieux comprendre comment utiliser le Nutri-Score et répondre aux inquiétudes légitimes qu'on peut se poser vis-à-vis de certains points. Merci à la CNCV. Et merci à vous d'avoir participé et d'avoir posé toutes ces questions, comme l'a dit M. Herberg, très pertinentes. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup.